Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, on est lundi, et donc le lundi, on fait la review de Dans la tête d'une whale. L'idée, c'est de voir ce qui s'est passé sur la semaine qui vient de s'écouler, du coup, ce qui s'est passé dans le monde crypto, sauf qu'on ne veut pas utiliser des indicateurs techniques ou les news, on veut utiliser des informations plutôt on-chain. Donc on va aller voir un certain nombre d'indicateurs que j'ai sélectionnés. Ce sera les mêmes que la semaine dernière, si vous voulez faire une comparaison. Au fil des émissions, on en ajoutera, on en enlèvera peut-être. Pour le moment, c'est les mêmes. Et donc, écoutez, sans plus attendre, on est parti. Donc on commence bien évidemment avec la capitalisation globale du marché crypto qui a un peu baissé. Voilà, c'est pas non plus catastrophique, hein. Bon, on a vu cette très grosse baisse là, suite à la baisse notamment du Bitcoin lors des annonces de Silvergate. Rien de très très grave. Donc on était à 1,8 trilliard, on est passé à 1,02, ok, hein, évidemment il y a une baisse. Rien d'alarmant là-dessus. Bref, ça c'est pour l'intro. On passe à la review des premiers indicateurs, donc les gros portefeuilles. On va commencer par Binance. Je vous rappelle que moi, les indicateurs qui m'intéressent, ça va notamment être ici, donc les quantités de tokens. Donc oui, on est bien sur Binance, hein. On voit que sur la semaine, ils sont passés de 72 milliards à 69. Évidemment, c'est dû à deux choses, la baisse globale du marché crypto et la destruction des BUSD. Je rappelle, le BUSD est en train de perdre en capitalisation parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui s'en vont, tout simplement parce que problématique avec la SEC qui vise à interdire le BUSD. On attend le dénouement de l'histoire, mais voilà, les gens ont peur, donc ils s'en vont, ce qui peut se comprendre. Pas d'urgence, hein, dans tous les cas, le BUSD continuera dans le pire des cas à tourner jusqu'en février 2024, donc c'est pas non plus extrêmement alarmant, mais voilà, on en perd, donc là on va pouvoir l'observer facilement. Ce qui nous intéresse du coup ici, c'est la ligne Others. Est-ce qu'ils ont acheté ou vendu des choses sur la semaine? On voit que non, je vous dis sur la semaine, il faudrait du coup qu'on se mette en vue semaine, effectivement. Donc on va aller au 26, yes, le 26 février. Donc, on était à 102 milliards dans la ligne Others, hein, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'ils ont acheté d'autres trucs que ce qu'ils avaient déjà en portefeuille? Et on voit qu'au niveau des quantités, ça n'a pas bougé. Et donc, bien évidemment, si vous regardez le BUSD, la troisième ligne, on était à 8,85 le 27, et là, on est descendu à 6,68. Donc évidemment, il y en a de moins en moins, c'est logique, pas de souci avec ça. On va juste regarder au niveau de la répartition si on voit des changements. Bah voilà, le BUSD, ça s'est un peu diminué. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres cryptos qui soient rentrés dans la liste depuis la semaine dernière. Ils ont toujours beaucoup de BNB, BTC, USDT. Ok, on passe à la suite. OKX du coup. Alors OKX, on est à peu près toujours sur la même chose, hein. C'était à 8 milliards 11 et on est à 8 milliards 02. Donc OKX qui manifestement a moins été impacté par la baisse de la valeur des cryptos. C'est intéressant. Ils ont une répartition qui est un peu plus diversifiée, hein, que Binance, notamment ici, hein, vous le voyez. Ils ont du Polygon, de l'Avalanche, de l'Arbitrum. Ils aiment bien Ethereum quand même, hein, avec une majorité en Ethereum et un peu de Tron et de Bitcoin. Grosse majorité sur Ethereum, Bitcoin. Mais vous voyez, tendance forte sur Ethereum, ils ont deux fois plus, hein. Donc c'est quand même assez intéressant, même un peu plus que deux fois. Au niveau du token, on va aussi mettre à la bonne date. On voit qu'on est quoi? On est... Ah, ça a augmenté, écoutez, ils ont plus de tokens. Eux, ils ont acheté des trucs. Alors, on est passé de 114 à 108. Donc non, la ligne Others a baissé. Donc ce qui sera intéressant, c'est de voir quelle ligne a augmenté. Un petit peu l'USDT, un petit peu le TRX. D'accord, donc ils ont renforcé un petit peu leur position. Ah oui, du Matic, ok, ils ont acheté un peu de Matic du coup. Enfin, quand je dis un peu, c'est quand même plusieurs millions. Ils ont acheté un peu d'optimisme. Ok, voilà. Bon, ils ont acheté du Matic apparemment. Donc c'est vrai qu'il y a une belle baisse sur Matic. C'est intéressant de noter. Moi j'ai un ordre également, vous le savez, dans le cadre du portefeuille, mais il est à 1 $. Donc j'ai rien acheté pour le moment parce que je suis en train d'attendre. Donc leur répartition, toujours beaucoup d'USDT et de BTC, ça ok. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont rentrés? Non. Je ne crois pas, on est toujours sur TRX Matic. Optimiste et USDC. Ok, on passe à Bitfinex. On va se positionner également au 26. Voilà. On voit que là, par contre, il y a eu des mouvements. On est passé du coup d'une capitalisation totale de... on n'a pas l'information. À peu près 117 du coup. C'est vrai qu'il pourrait quand même afficher la valeur totale, ce serait quand même intéressant de le faire. Bon, tant pis, on va faire ça. Est-ce que la Others a changé? 112, ouais. Ah oui, c'est monté à 115, c'est descendu à 102.
Donc eux, on voit qu'ils sont quand même sensiblement plus influencés par les cours du marché, du coup, au niveau de leur valeur. Et est-ce qu'il y a des grosses lignes qui ont changé? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça reste quand même assez marginal. TRX un petit peu, USDT, ZIL. Après, c'est leurs grosses lignes. Donc les grosses lignes, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la ligne Others, voir s'ils ont fait des investissements. Il me semble que là, au niveau de la répartition, voilà, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Énormément de BTC, on se rappelle, pour Bitfinex. Ok, on va passer du coup au graphique des whales, enfin le graphique sur lequel on a des informations sur les whales. Alors déjà en haut, enfin sur les achats en fait, sur les volumes d'achat, ce qu'on aime bien c'est regarder effectivement les whales. Je vais enlever le logo qui nous gêne ici, voilà. Rapidement en haut, donc c'est les volumes. Ça j'aime pas trop parce que c'est des choses qui apparaissent et disparaissent assez facilement. Le plus clair, enfin plus on tend vers le jaune blanc et plus la quantité d'ordres placés à cet endroit dans la zone en question est importante. Donc vous voyez, il y a une énorme quantité d'ordres ici au niveau des 23 000 un peu en dessous. Du coup, ça veut dire qu'il y a énormément d'ordres ici. C'est théoriquement une résistance. Ça veut dire que ce sont théoriquement des ordres de short. En théorie, hein, je veux dire, on n'a pas l'information directe là, vous voyez, on vous dit pas si c'est des shorts ou des longues, mais en théorie c'est ça. Et on voit que ce qui est intéressant, c'est que le cours du Bitcoin là s'est stabilisé là où il y avait ici apparemment une résistance au niveau des ordres qui a disparu, vous le voyez, mais c'est intéressant de voir que le prix a stabilisé là. Est-ce qu'on peut vraiment en tirer une conclusion? Je ne pense pas, mais voilà, c'est intéressant à noter. Rien de spécifique à dire ici, on ne va pas traîner plus. La semaine dernière, ce qu'on avait vu, on était à peu près ici, là, autour du... Ouais, on était ici, on voyait que la ligne marron, hein, même si c'est un peu brouillon ici, la ligne marron, c'est les plus gros portefeuilles, entre 1 million et 10 millions de dollars par adresse. Et vous voyez, ils étaient en grosse position d'achat. Au niveau des volumes, c'était important. Et tout le reste du marché était clairement en bas. Et là, en fait, on voit qu'ils ont juste rejoint le reste du marché et qu'ils ont complètement arrêté d'acheter. Les seuls qui font les fous, ce sont ceux qui ont entre 1K et 10K, qui apparemment sont en pleine période d'achat. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça peut se jouer. Mais quand on voit tout le monde qui fait ça, j'aurais tendance à dire, faites peut-être attention. Voilà, globalement, pour les gros portefeuilles, on va revenir du coup sur DeFi Lama et on va regarder les frais. Ça, on aime bien regarder les frais, je trouve que c'est un bon indicateur parce que ça nous montre quels sont les portefeuilles, pardon, les projets qui sont utilisés. Donc Ethereum toujours, on voit sur les 7 derniers jours, 35 millions de frais. Uniswap, on se rappelle c'était dans le trio aussi. Lido, BSC, Tron, hein, Tron toujours dedans. Hein, Tron c'est vraiment quelque chose qui est utilisé. Blur qui se maintient, qui a fait du coup ses meilleures perfs je crois, qui a fait un record je crois de frais et de vente sur enfin d'échange en tout cas sur les plateformes NFT. Donc là c'est cohérent qu'il soit devant OpenSea, mais attention quand même, hein, OpenSea est très solide et en réalité plus important que Blur pour le moment. Ok, Bitcoin, on a Convex Finance, on a fait la vidéo d'ailleurs aujourd'hui, et honnêtement je ne me rappelais pas qu'ils étaient aussi hauts au niveau des frais, très intéressant, c'est pour du staking sur Curve du coup. On voit du coup SushiSwap, PancakeSwap, ok. On a Shiba qui est rentré. Alors on n'est plus dans le gros top, hein. Moi j'aime bien les projets, les gros projets. Je regarde ceux qui sont à plus que 1 million de frais sur 7 jours. C'est une référence arbitraire, hein, c'est moi qui l'ai choisi. Donc on s'arrêterait à OpenSea en théorie. Donc c'est 12 projets qui génèrent autant de frais. Shiba qui arrive quand même dedans. Shiba Swap, il y a eu quand même des beaux échanges, hein. 730 000 dollars, c'est pas négligeable. Et dans les points que je trouve intéressants aussi, donc Curve ici qui est bien en dessous de Convex, ça c'est quand même intéressant aussi, donc les gens vont plus sur Convex que sur Curve, c'est logique, il y a plus de gains à faire. Au niveau des Layer 2 sur Ethereum, vous voyez qu'il y a Optimism et Polygon qui sont ici, quasiment la même chose, hein, 370 000 dollars de frais, et Arbitrum qui est 2 fois au-dessus presque. Donc ça c'est quand même intéressant. Arbitrum qui a été plus utilisé si on prend en compte le critère des frais, et Solana qui est toujours ici en bas du peloton. Ok, on va regarder en parallèle de ça les chiffres d'affaires de ces projets-là, ou plutôt les chiffres d'affaires, non pas de ces projets-là, mais par classement, pour voir qui a le plus généré. Est-ce qu'on a d'autres blockchains qui rentrent? Donc Ethereum toujours devant, on a Tron qui est très haut, Convex du coup qui marche très bien manifestement. Qu'est-ce qui sort un petit peu du lot? Là on a GMX, mais GMX était aussi dans le top. On a Level Finance du coup qui était plutôt dans la deuxième partie de notre liste. Maker. Et ouais, on a Gain Network aussi. Bon, globalement, il y a quand même une corrélation entre les frais importants et le chiffre d'affaires. Vous voyez que c'est pas exactement la même liste. Donc voilà, globalement, on a à peu près les mêmes projets que la semaine dernière. On va pas traîner plus que ça. On va passer maintenant, du coup, au top loser et top winner, on va dire, de la semaine. Donc là, c'est sur Token Terminal. On va commencer, du coup, par la TVL. Donc, quels sont les projets qui ont eu la plus belle hausse de
TVL sur cette semaine par rapport à la semaine d'avant. Donc là, on ne parle pas du tout en volume global, on ne parle pas de la taille des projets, on parle juste de la hausse de leur value, de la value log, donc du nombre de tokens, de la quantité de tokens bloqués, et donc c'est en dollars. Donc Unipilote, DFX Finance, Radiant Capital, Enzyme Finance et Gamma Strategy. Je ne vais pas vous en mentir, je n'en connais aucun. On va regarder les grands perdants, Cap, Hashflow, Edgit, IDEX et Sol Protocol. Bon, là encore une fois, je ne suis pas dedans, ça ne m'inquiète pas du tout. Au niveau des frais, donc la même chose, c'est d'une semaine sur l'autre. Hein. Donc il y a des fois des tout petits projets qui ont juste fait des x2, et c'est cool, mais c'est intéressant parce que ça donne quand même des tendances, des projets à peut-être aller étudier. On voit qu'il y a Phantom et Dogecoin dedans, donc ça c'est pas du tout négligeable, hein. C'est deux gros projets, donc c'est intéressant. Et sinon, Volt, Gearbox et Lyra que je ne connais pas. Au niveau des losers, Starknet, ça c'est intéressant parce que Starknet, il se passe quand même des choses. Manifold aussi, Manifold on est sur les NFT, donc il se passe des choses. Pangolin, Egetic, OpenSea, ça c'est notable. OpenSea, bah oui, OpenSea, ah oui, alors, OpenSea c'est normal, parce qu'en fait ils ont changé leur politique de frais, donc c'est normal qu'ils aient beaucoup moins de frais. Tout simplement parce qu'ils ont fait en sorte de baisser les frais pour aller concurrencer Blur. Je crois que c'est temporaire, cela dit. Donc c'est tout à fait normal, rien d'inquiétant là. Au niveau du price to fees, donc en fait c'est le rapport entre la capitalisation totale du projet et son niveau de frais. Donc c'est un ratio qui est mis en avant ici, pourquoi pas. True Finance, Cryptinex, Paragon DAO que je ne connais pas, Filecoin, donc ça on aime bien, et Blur. Donc Blur qui du coup rentre dans une catégorie intéressante ici, mais je crois qu'il était déjà la semaine dernière. Au niveau des perdants, donc les protocoles qui sont plutôt en galère, on a Liquidity, Voto, NFTX, Derry Protocol et LCMX, je ne connais pas, donc je ne suis pas embêté par cette situation-là. Au niveau des revenus, donc revenus c'est chiffre d'affaires, plus belle hausse sur 2 semaines, donc Phantom, One Inch, Filecoin. Donc vous voyez là, on a peut-être un trio de choses intéressantes à regarder, hein, parce que c'est des gros projets, et quand ils font des x2 sur leur chiffre d'affaires, c'est potentiellement il se passe des trucs. Donc vous voyez, là il y a peut-être quelque chose à creuser, surtout que Filecoin était déjà bien positionné la semaine dernière dedans, on s'en rappelle. Radiant Capital, Nexus. Ah, Nexus, ok, d'accord. Non, Nexus, ok. Non, Nexus, je ne connais pas. On a quoi dans les perdants? Optimisme, ça c'est intéressant. Optimisme qui enregistre une perte de 58% de son chiffre d'affaires, ça c'est intéressant. Arbitrum aussi, ça c'est intéressant. QuickSwap c'était déjà le cas la semaine dernière. GMX et Edgic. Donc vous voyez là, ça traduit quand même. On est sur des gros projets hein, globalement. Donc si vous êtes dedans, etc., peut-être surveiller ce qui se passe, quoi. C'est pas forcément grave, mais il faut aller voir. C'est-à-dire que là, il y a quand même eu beaucoup moins d'activité dessus. Et donc, le price to sale ratio, c'est le dernier, qui est tout simplement la capitalisation sur le chiffre d'affaires. Et donc, dans les meilleurs de la perte de la semaine, on a Trufinance, Cryptex, Paragon, donc Filecoin qui est là encore, donc ça c'est intéressant. Et BetSwir. Donc Filecoin, il y a vraiment quelque chose, hein. Moi, j'ai des ordres d'achat dans le cadre de mon portefeuille crypto, vous êtes au courant. Non, je vous dis une bêtise, j'ai pas d'ordre d'achat, mais je vais me positionner bientôt, parce qu'il a un peu baissé. Ça nous intéresse, je crois qu'il a fait moins 20% la semaine dernière. S'il continue à reprendre un peu, là, s'il pouvait perdre 10-15%, ce serait vachement bien pour en acheter, parce que manifestement, il intéresse du monde. Et au niveau des perdants, personne qu'on connaisse non plus, je crois que c'est des projets qu'on a déjà énoncés, donc on passe à la suite. Et on va parler des levées de fonds pour la semaine qui vient de s'écouler tout simplement. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder les projets qui ont levé plus que 10 millions. En dessous, je considère que c'est pas énorme. Encore une fois, c'est purement arbitraire. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais projets. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Juste, j'ai choisi ce critère-là pour faire du tri tout simplement. Donc on a DJFT, donc peut-être aller chercher. On est en pré-série A, donc on est vraiment sur du début de projet. 10 millions et demi quand même. On a 10 millions et demi aussi Few and Four. On a Conflux ici. Et Conflux, c'est un projet qui date un peu, donc ils ont juste levé de l'argent. Ils avaient besoin de 10 millions manifestement. On voit ici stratégique, donc bon, peut-être pas si intéressant que ça. En tout cas, c'est pas un nouveau projet. Peut-être aller voir ce qu'ils ont envie de faire avec. C'est peut-être juste pour tenir le bear market. On sait pas trop. J'ai pas creusé, hein, juste je vous donne l'info que j'ai là. On a ici Zengo. Donc Zengo, je ne connais pas, peut-être aller chercher. Série A+, voir ce qui s'y passe du coup. Et on a ici Avalon Corp. Avalon Corp que je ne connais pas non plus. Dans le gaming apparemment. Ok. Donc ça peut être intéressant d'aller jeter un œil à ces projets-là. Éventuellement, si je le fais, je vous ferai une vidéo dessus. Sinon, ouais, on arrive déjà sur les projets de la semaine dernière. On a eu des plus grosses levées de fonds. Là, elles sont gentilles, les levées de fonds. La semaine dernière, on avait eu voilà, 70 millions sur Chain Reaction. On avait eu Towns à 25 millions. Ça peut être des choses à creuser vraiment. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de le faire moi cette semaine, mais je les garde en tête et éventuellement, si j'ai un peu de temps, j'irai regarder ce qui se passe là-dessus. Je vous invite à le faire si vous avez un peu de temps libre devant vous. On continue. Cryptomiso avec, ça c'est l'activité des développeurs sur GitHub, donc c'est mesuré en fonction de ce qui se passe sur GitHub.
On voit que le top 10 n'a a priori pas changé avec ICP, Mina, Solana en haut, SushiSwap, Mask Network, qui je crois dans la liste est le seul à être encore en hausse au niveau de l'activité. Rubik, Cosmos, ouais Cosmos aussi c'était pas mal, donc ça c'est intéressant. Cosmos on avait dit, Chainlink qui se stabilise plutôt en baisse, Cardstack on connaît pas, et PancakeSwap, ok. Donc les yeux rivés sur du coup ceux qui sont en hausse, hein, Mask Network, ce serait intéressant de creuser. Cosmos, bah, on a envie d'en acheter, on sait, et Chainlink, on est dedans. Sachant que Chainlink, bon, c'est quand même un projet sur lequel le cours ne bouge pas trop depuis maintenant longtemps. Presque, pas un an, mais depuis, bref, les dernières grosses baisses de l'été dernier. On continue, le Fear and Greed. Donc là, on va le regarder nous de façon graphique. On voit qu'aujourd'hui, il est à 48, donc c'est en baisse. On était autour de, je crois, 50 la semaine dernière. Ce qu'on va regarder ici, c'est comment ça évolue. On voit qu'on est, voilà, on est plutôt stable en réalité hein, ce dernier jour. Il y a eu la baisse, bien évidemment. Voilà, c'est cohérent avec la baisse du marché, tout simplement. Rien de particulier à dire là-dedans, on est toujours dans la même zone en fait, hein. Les couleurs sont à peu près toujours les mêmes, c'est ça qu'on regarde, c'est les couleurs. Depuis mi-janvier, voilà, on est dans un truc plus ou moins moyen, pas de surachat, pas de survente, on continue. Et on termine d'ailleurs avec deux indicateurs sociaux qui sont intéressants, qui sont les volumes de tweets. On va se mettre en 3 mois, parce que c'est la vue la plus précise qu'on ait. Et c'est très très stable. On est autour de 450 000 tweets autour de Bitcoin et une hausse sur Ethereum autour de 360 000, sachant que si on prend des références, voilà, on est dans quelque chose de moyen, dans le range du coup entre les 250 et les 500 000. Donc oui, on n'est pas encore en tendance haussière, on le sait, hein, voilà, c'est cohérent. C'est intéressant de voir quand est-ce qu'il y a de la recherche dessus. On voit que c'est en hausse, hein, donc c'est quand même intéressant, parce que si on arrive sur des plus grosses valeurs, bah, ça peut traduire d'un certain intérêt de nouvelles personnes peut-être, ou tout simplement du retour de certaines personnes, certains anciens investisseurs ou traders. Donc c'est des choses qui nous intéressent, évidemment les pics, hein, euh, c'était ici, hein, c'était en mai, ça c'est intéressant, c'était en mai, donc c'était pas au plus fort du bull run, hein, vous voyez, c'était pendant le bull run, pas le plus fort. Encore que. Voilà. Ah non, ça c'est 19-6-2022, donc non, pas du tout. Intéressant, un indicateur qui ne nous traduit pas forcément l'arrivée d'un bull run, mais plutôt juste est-ce que les gens sont intéressés ou pas, et ce qui est quand même un signe d'adoption notable, donc on va continuer à suivre, et je pense que le prochain indicateur est meilleur, celui-ci est un peu plus parlant, parce que c'est les nouveaux arrivants sur Twitter, ou plutôt les nouveaux followers des plateformes d'exchange. Et ça c'est intéressant parce que ça traduit vraiment plus l'adoption, dans le sens où vous vous inscrivez une fois sur le Twitter de Binance, vous n'allez pas vous inscrire 10 fois, et donc les nouveaux arrivants s'inscrivent dessus, éventuellement. Ça c'est un meilleur indicateur, je pense, pour anticiper où est-ce qu'on se situe. Donc de loin, on voit qu'on est quand même plutôt sur une zone basse. On voit qu'on est en hausse sur les derniers mois, les dernières semaines, mais qu'on est loin de l'adoption qu'on avait lors des périodes de bull run. On était autour, vous voyez, ouais, de 450 000 nouveaux abonnés. Là, on va les regarder, on est sur des choses qui sont quand même sensiblement plus calmes, hein. Donc on a des trucs autour de... Là, on a eu en décembre 173 000. Là, on est cette semaine, donc la semaine dernière, à 80 000, 83 000. Donc en baisse légère par rapport à la semaine précédente qui était à 88 000. Ok, un peu moins de monde. C'est quoi la répartition? Ça c'est intéressant. Binance, hein, Binance en majorité. Et Coinbase du coup. Non, non, autant pour moi. Ce n'est pas Coinbase, ça ressemble au niveau de la couleur, mais c'est OKX en fait. Donc Coinbase est vert. Non, Coinbase n'a pas intéressé grand monde. Donc OKX et Binance. Alors ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est des échangeurs asiatiques. Et donc dans le cadre de la théorie du bull run asiatique, là, il y a une certaine forme de pertinence. C'est un indicateur qui est très important à suivre, à mon avis. Parce que vous le voyez, ce ne sont pas des échangeurs US qui ont reçu de nouveaux abonnés. Enfin, il y en a, mais c'est vraiment pas la majorité. US, c'est Coinbase. Donc Coinbase, on voit là, cette semaine, c'est tout petit. US, c'est Kraken. Kraken, ils n'ont pas de Twitter ou... Kraken, ils ont Twitter, mais c'est vraiment tout petit. Et Crypto.com. Et donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose en termes d'adoption, alors que OKX et Binance, qui sont asiates, ça marche plutôt bien. En tout cas, c'est là qu'on a l'adoption. Donc ça, c'est à suivre. Ça, c'est très intéressant. Ça peut être un indicateur supplémentaire d'un, effectivement, potentiel bull run asiatique, parce que bah, les nouveaux arrivants, les nouveaux comment dirais-je, les nouvelles potentiels investisseurs venus d'Asie,
qui s'intéressent aux cryptos, ils vont vouloir suivre ce qui se passe sur les plateformes parce que c'est là qu'ils vont aller échanger leur argent. La première étape quand on arrive dans le monde crypto, c'est pas de se dire ok, je veux aller échanger mon argent de façon décentralisée sur Uniswap. Non, c'est de te dire ok, où est-ce que je peux acheter de l'argent crypto? Qu'est-ce qui ressemble à ce que je connais le plus? Les banques centralisées crypto. Et donc ce sont bien les échangeurs ici, donc très intéressant de noter que ce sont ceux qui sont asiatiques. Je me suis beaucoup répété, je pense que vous avez compris l'idée. Donc on a fait le tour des indicateurs que je voulais voir cette semaine. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review des indicateurs.